Belle bonsoir tout le monde, merci d'être au rendez-vous. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir autour d'une nouvelle thématique, un sujet sensible, voire même tabou aux Antilles, mais que nous avons décidé d'aborder ce soir avec nos invités du jour. Bien évidemment, vous êtes conviés à participer à cette émission en nous appelant ou en nous envoyant un commentaire via le live Facebook. Nous sommes réunis ce soir autour d'une thématique, je disais, qui est parfois tabou aux Antilles. Homosexualité et transidentité, toujours difficile à vivre aux Antilles. C'est une question. En tout cas, le débat est lancé. Je remercie déjà les invités qui sont présents. Prisca qui est déjà sur place et nous attendons patiemment Leila et Jay qui sera avec nous également via téléphone. Je vous rappelle que cette émission est en direct télé et en direct Facebook. Comme toujours, la parole vous sera également donnée. Prantiban la 6e, nous sommes entre nous. Je le disais en début d'émission, un sujet sensible, voire tabou, mais que nous avons décidé d'aborder sur le plateau de ce soir. Assumer et vivre pleinement son homosexualité dans les territoires ultramarins reste une épreuve pour les personnes antillaises qui s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres. L'homophobie est présentée parfois comme une tare antillaise. Si les opinions varient d'un milieu et d'un individu à l'autre, il est indéniable que les normes de parenté, les valeurs morales et dogmes religieux dominants dans notre société vont dans le sens d'une condamnation parfois de l'homosexualité. En même temps qu'elle reconnaît et nomme les pratiques homosexuelles et le transvestisme, la langue créole est stigmatise, employés seuls comme des termes que nous employons, que nous avons même entendus autour de nous. Macomet, qui est une insulte violente équivalente à des termes beaucoup plus durs en français. Les discours homophobes antillais opposent un mode de vie antillais, garant d'un ordre social et moral, à une modernité décadente imposée par la France hexagonale. En 2014, c'est près de 50% de Guadeloupéens qui considéraient l'homosexualité contre nature, selon une étude KAPB. Du chemin semble avoir été parcouru depuis. De plus en plus de personnes sortent de l'ombre et osent en parler librement. Des associations, des événements voient le jour. Aux Antilles, il est aussi possible de vivre une sociabilité et des relations sexuelles homosexuelles épanouies. Où en est-on aujourd'hui? Peut-on parler d'homophobie spécifique à nos territoires? Le poids de la religion est-il aussi un obstacle vers plus de visibilité et d'acceptation? La situation aux Antilles connaît-elle des évolutions et si oui, lesquelles? Ce soir, le débat est ouvert. À nos côtés, nous avons Prisca, qui est éducatrice spécialisée, qui est sophologue et qui est aussi, on peut dire, responsable de la ligne d'écoute. Responsable de la ligne d'écoute Arc-en-Ciel, qui est un accompagnement et une prise en charge pour la communauté. Merci beaucoup Prisca d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté d'être présente. On l'a dit, on le redit encore, c'est un sujet sensible, voire même tabou aux Antilles. Déjà, est-ce que ou d'accord et puis ça? Alors, je ne considère pas... Alors déjà, bonsoir. Merci de me recevoir. Merci de me permettre de représenter l'association Amalgame Humanis, qui est une association de professionnels et qui a depuis le 1er novembre 2019 ouvert sa ligne d'écoute, la première ligne d'écoute anti-haine et discrimination LGBT, et qui lutte contre les LGBT-phobies depuis maintenant 3 ans en écoutant les personnes qui nous appellent. Et depuis maintenant 1 an, on a mis en place ce qu'on a appelé Corosol, comme le joli fruit que nous connaissons. C'est l'équipe pluridisciplinaire, donc psycho-socio-éducative, qui vient en aide et qui met en place les accompagnements. La question de est-ce que je suis d'accord
Alors, en tant qu'éducatrice spécialisée, je vais dire oui, parce que je considère qu'on a le droit d'aimer qui l'on souhaite aimer et qu'on a le droit d'avoir des rapports sexuels avec la personne que l'on a choisie. Et je dis bien la personne. Je fais référence à des propos que j'ai entendus il y a quelques jours à la radio qui m'ont juste outré quand j'entends monsieur dire, de toute façon, avec cette histoire de mariage pour tous, on va finir par nous autoriser à nous marier avec le cabrit qui est dans notre jardin. Je trouvais ça juste rétrograde, dévalorisant pour les personnes qui, elles, ne font pas le choix d'être hétéronormées. Et en plus, extrêmement, discriminant. Insultant même ? Très insultant. Moi, je trouve ça quand même assez hallucinant de pouvoir comparer une personne qui décide d'avoir des rapports avec une personne du même sexe avec une personne qui est zoophile. Quand même, il y a un moment donné où on passe de la sexualité à une sexualité déviante. Soyons clairs. Clairement. Voilà. Donc maintenant, si je dois moi parler en tant qu'individu et non pas en tant que professionnel, je ne considère pas que l'on est à être d'accord ou non. Je considère que l'on est à respecter l'autre dans ses choix. Après, je suis d'accord ou non, c'est par rapport au fait que le sujet soit sensible, même tabou. Tout à fait. Alors, je pense qu'il est encore très tabou, même si, comme on l'a noté, il y a des évolutions. C'est encore difficile d'en parler. Mais la communication s'ouvre doucement, puisque dans les établissements scolaires maintenant, on met en place des ateliers pour les adolescents. Parce que parmi ces adolescents, il y a des ados qui se posent des questions sur leur orientation sexuelle, mais sur leur identité de genre, ce qui n'est pas la même chose. Jay en parlera beaucoup mieux que moi. Et on leur permet d'avoir des espèces de discussions et d'échanges avec des professionnels qui n'ont pas un discours orienté. Parce qu'il ne s'agit pas de faire du prosélytisme pour le pour ou contre. Il s'agit de donner les bonnes informations pour que ces jeunes puissent faire des choix concertés, qui puissent pouvoir avancer dans la vie en ayant des informations justes et non pas en ayant la sensation d'être des personnes contre nature. C'est souvent ce que l'on entend, même quand je préparais l'émission, les retours, c'est contre nature, ça ne va pas, c'est pas en corrélation avec notre religion, notre société. Donc ce sont les premiers arguments que l'on entend. Alors, je vais éclaircir les choses sur le terme nature. La nature vient du mot natura, qui veut dire engendrer. Il est évident que deux hommes ou deux femmes ne peuvent naturellement pas, je dis bien naturellement pas enfanter. Parce que souvent, on voit le terme LGBT, ou en tout cas le sigle, comme étant uniquement une orientation sexuelle, ce qui n'est pas le cas. On parle aussi d'identité de genre, d'identité sexuelle et d'orientation sexuelle. Ce sont trois vocables différents. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, pour les gens qui écoutent, nous, il n'y a pas tout le monde qui au fait de ça. Au soit là, on est d'accord, c'est un sujet qui est sensible, mais on est là aussi pour, on va recevoir des témoignages, mais pour informer aussi, pour donner peut-être le bon vocabulaire approprié. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre transidentité, orientation sexuelle, etc., les différences? Alors déjà, l'orientation sexuelle, c'est la personne avec laquelle je choisis d'avoir des rapports sexuels. Orientation sexuelle. Je décide, par exemple, en tant que Prisca, d'avoir des rapports avec un homme. Je suis donc hétérosexuelle. Je suis, par exemple, Prisca, j'aimerais avoir des rapports avec une femme. Je suis donc lesbienne ou homosexuelle féminine. Ce serait la même chose pour un homme qui voudrait avoir des rapports avec un homme. On dirait qu'il est gay ou qu'il est homosexuel. Okay. On est davantage dans le fait de choisir le partenaire sexuel. Exactement. D'accord. Choisir. C'est un abus de langage. On est orienté, on a une affinité particulière pour cette. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Le fait de choisir, ça voudrait dire que finalement, on décide de notre orientation. Et quand tu mets l'accent là-dessus, c'est que finalement, on a dit qu'à part on bité qu'on a choisi. On se pose parfois ces questions. C'est le grand débat. Beaucoup de gens disent, mais c'est normal, il a choisi d'être homosexuel, donc tant pis pour lui s'il a des galères. Est-ce que, et ça c'est une question que je retourne très souvent aux personnes hétéronormées ou aux hétérosexuels, est-ce que par exemple tu as choisi d'être en couple avec telle et telle personne? Tu as eu une attirance que tu ne peux pas forcément toujours expliquer. Alors oui, elle a une jolie peau noire, elle a une fesses rebondies, ou il a de super abdos. Bon, tout ça, ce sont des préférences, mais l'affinité qu'on a vis-à-vis de quelqu'un et qui fait qu'on va passer le pas de elle est jolie à je vais la voir, je lui parle, ou il est super beau,
à je le choisis comme étant celui qui va partager ma vie, on ne peut pas toujours expliquer pourquoi on fait ces choix-là. Et le plus souvent, c'est pas le cas. Tu as bien dit je le choisis quand même dans ta phrase. C'est bien pour ça que je me suis reprise et que j'ai fini par dire on a une appétence, on a une attirance vis-à-vis de quelqu'un. Je ne peux pas déterminer pourquoi. J'ai été plus attirée par Christophe pour avoir ma fille. Ce qui fait que Christophe vit avec toi, c'est que tu as fait un choix. Le choix ne se fait pas sur le sexe porté, le choix se fait sur la personne. Et ce choix est motivé parce qu'à un moment donné, de façon viscérale, j'ai presque envie de dire organique, il y a une personne où ça va être comme une évidence. Et ça ne s'explique pas. Je mets au défi une personne de me dire, je suis capable de façon rationnelle de dire, j'ai pris cette personne-là pour ça. Ça, c'était à l'ancienne, quand on se mariait pour pouvoir relier deux terrains. De famille, de patrimoine. De patrimoine. Ça, c'est plus le cas. Les gens se marient vraiment maintenant par amour et de plus en plus. Et c'est une... comme dit Eros, le choix intervient bien après, au moment où le non-non, ton enracinement a décidé que c'est cette personne-là et que, quelle que soit la façon avec laquelle tu vas la voir, au réveil, maquillée, pas maquillée, coiffée, pas coiffée, c'est elle, quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, entendre. Comprendre. C'est que le choix d'un partenaire de vie ne se fait pas uniquement de façon rationnelle. Il y a quelque chose de très organique qui se crée. Il y a une sorte de... On parle de phéromones, je ne suis pas biologiste, je ne vais même pas aller sur ce terrain-là. Je dis simplement que le choix la personne qui va partager notre vie, on l'a choisie parce qu'à un moment donné, elle correspond, elle nous complète. Et ce sera cette personne-là et pas une autre. On aura beau voir quelqu'un qui paraîtra peut-être plus joli, plus intéressant, plus intelligent, ce sera cette personne-là et pas une autre. Et je pense que c'est important de garder ça dans son esprit, surtout quand on est soi-même hétérosexuel. C'est une démarche que je demande à chacun de mes collaborateurs de faire. Une fois que tu as passé la porte de l'association, il faut que tu te mettes en tête que tu vas devoir cheminer. On est issu d'une éducation, et je valide tout à fait le fait quand tu dis que on a une communauté, on a une identité, et on a des religions qui nous ont façonnés, on a une éducation qui nous a façonnés. Arrêtons de penser, non, mais moi ça ne me pose pas de problème, je n'ai aucun souci avec ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même quand on a été formé par des personnes qui sont de la communauté LGBT, d'autres qui ne le sont pas. La première chose que l'on a intégrée, c'est nous avons tous potentiellement des propos, des comportements qui peuvent être homophobes. Parce que nous sommes issus d'une société qui est hétéronormée. Donc, à certains moments, on va avoir des maladresses. Et je dis souvent aux gens, il faut excuser parce que nous n'avons pas reçu une éducation inclusive. On a reçu une éducation où on va tout de suite, très tôt, mettre dans nos propos un discours qui va orienter le choix de la petite fille vers le garçon et du garçon vers la petite fille. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Mais je le disais aussi en début aussi, ne serait-ce que on a des insultes aussi qui sont bien spécifiques aussi. Oui, dis-nous. Je n'ai pas bien compris. On oriente la petite fille vers le garçon. C'est pas un truc qui est naturel. Là. Alors, on va revenir sur le mot naturel. Naturel vient de natura, qui veut dire qui s'engendre. D'accord ? Donc, si je dois parler de ce point de vue-là, oui, c'est naturel. Maintenant, est-ce que c'est contre nature que de se dire qu'un homme, et je vais te donner un exemple qui va être encore plus parlant, parce que quand on est un professionnel, on a accès à des dossiers auxquels des personnes lambda n'ont pas accès. Je prends l'exemple, par exemple, d'une jeune femme qu'on a eu à côtoyer, qui ne voyait pas ses règles. Mais moi, je n'ai pas été jusque-là avec toi. Hein. Non, mais laisse-moi finir. Qui n'a pas ses règles. Elle a 18 ans. Sa maman l'amène voir des médecins, elle ne comprend pas. À 18 ans, on est censé être réglé. On finit par faire des examens plus poussés, on se rend compte qu'elle est née sans utérus. Elle a une vulve, mais elle n'a pas d'utérus. Cette jeune femme te dit qu'elle ne sait pas si elle est vraiment attirée par les garçons ou par les filles. Elle ne s'est jamais posé la question. Elle n'a d'ailleurs pas forcément de pulsion sexuelle particulièrement. Le mot est fort, mais c'est pour vraiment... synthétiser. C'est une anomalie de la nature. Est-ce qu'on va considérer qu'elle est contre nature ? Elle a demandé à naître comme ça ? Je ne pense pas.
Eh bien, c'est l'exemple que je prends souvent parce que c'est un exemple fort, hein? C'est un exemple qui est fort, mais qui est réel. Tu prends cet exemple-là, mais moi, j'ai pas été jusque-là avec toi. Par contre, ce que moi, je t'ai dit, c'est que un enfant, lorsqu'on parle des enfants, j'arrive pas à comprendre pourquoi on parle d'orientation. Donc, tout ce que tu as dit là, je comprends ce que tu as dit, mais je n'étais pas là. Eh bien, moi, un je simple exemple. dessus. Parce que un enfant, quand il grandit avec ses parents. Ouais. Donc, quand il voit il voit le modèle, c'est ça? Le modèle familial? Un enfant a toujours des parents. Même s'il n'y a pas des fois son papa avec sa maman, il y a son papy, sa mamie, donc il voit, comme tu dis, il voit un modèle. Pourquoi est-ce que c'est pas normal? Parce que ça veut dire normal? Attends, mais justement, parce que vous avez dit, quand on a commencé l'émission, on parle de propos homophobes. Mais aujourd'hui, en 2023, on peut parler d'hétérophobie. Hein. Parce que j'ai l'impression que pour expliquer certaines choses, on est en train de décortiquer toutes sortes de choses et jusqu'à mettre en cause tout. Hein. Donc, normal, qu'est-ce qui est normal? Il y a des choses qui sont immuables. Hein. Et c'est pas parce qu'on pense ça que ça veut dire qu'on condamne quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'ai dit que moi je ne suis pas parti dans tout ça. Hein. Moi je veux juste parler du truc de l'enfant, parce que c'est ça, quand on parle comme ça, d'un langage de point de vue professionnel, qui nous amène à parler de sexualité à l'école, où on dit aux enfants qu'ils ont le droit de faire ça, c'est ce que moi je comprends pas. C'est pour ça que j'ai bien posé la question. Qu'est-ce qu'on entend par orientation? Parce que pour moi, un enfant, une fille qui est attirée par un garçon, pour moi, c'est tout à fait normal. Alors moi je pense que tu mélanges un petit peu beaucoup de choses. Non, j'ai rien mélangé. Parce que tu parles pose la question et laisse... Je t'ai posé une question sur un truc bien précis. C'est toi qui es parti sur autre chose avec moi. Je te redis encore. Alors je te réponds? Vas-y. Alors, moi je considère que quand par exemple, à 5 ans, on dit à une petite fille, alors, tu as déjà un amoureux à l'école? C'est orienter les choses. Et pour le coup, ce langage-là, il vient des adultes qui entourent les tout petits. Et moi, en tant que professionnel, quand je vais dans les écoles, je dis bien qu'on va parler de discrimination de genre, on va parler de la notion de rapport au corps, je finis, de la notion de rapport au corps, et on ne parle pas de sexualité. Non, mais qu'est-ce qu'on doit lui dire? Est-ce que tu aimes quelqu'un? Mais est-ce qu'il est... Moi, j'ai envie de dire... Attends. Est-ce qu'il est indispensable? Personnellement, du côté où il faut que ce soit un garçon. Parce que là, ce que je pense que le débat qu'il y a, c'est en fait sortir de la généralisation pour venir à l'individualisation. Il y a un moment, il faut que cette société arrête de vouloir tout généraliser, qu'on ait, comme tu disais, des comportements qui soient normés, que tout le monde doit faire ci, les femmes doivent faire ci, les femmes... On a qu'à partir sur une base qui est simple. Les filles s'habillent en rose quand elles sont petites, les garçons en bleu. Moi-même, je me bats contre ça avec ma fille. Surtout, c'est inadmissible. Que je doive suivre comme ça des codes de société en permanence, que si une fille doit agir comme ça, elle doit faire ça. Et dès la naissance, ça vient de la naissance. Et ce qu'elle est en train d'expliquer là, je pense que là, on est en train de vouloir de rentrer dans une individualisation, sortir de cette généralisation où les femmes doivent avoir des comportements et les hommes doivent avoir des comportements. Alors, restez là, c'est très 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 intéressant, vous dites. On avait déjà dit que ça allait un sujet qui allait soulever en tout cas beaucoup de débats. Audit Singuilé qui nous dit sujet épineux, c'est certain. Nous avons, parce que nous sommes déjà dans ce débat-là, mais nous avons un invité également qui est au téléphone. Jay. Oui, bonsoir. Bonsoir Jay. Comment vas-tu? Est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends, il n'y a pas de souci. En tout cas, Jay, je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté de témoigner déjà par téléphone. Ça vous t'inhibité à faire au là. En tout cas, tu as répondu présent. C'est un sujet qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux te présenter, Jay? Oui, bien sûr. Alors, du coup, je m'appelle Jay, j'ai 31 ans. Je suis un homme transgenre pansexuel et je suis aussi guadeloupéen. Et donc, du coup, je suis revenue en fait en Guadeloupe l'année dernière, après avoir bien entamé ma transition de genre.
Et du coup, j'avais pour objectif, en fait, de créer un espace un peu plus inclusif, en fait, justement, dans l'environnement guadeloupéen, en fait. Alors, pour les personnes qui découvrent, qui ne connaissent pas, tu es un homme transgenre, c'est ça? C'est ça. Donc, je suis née fille, enfin, biologiquement, on va dire ça. J'étais assignée femme à la naissance. Et depuis 2 ans, je suis une thérapie hormonale, en fait, pour que mon identité de genre soit en accord avec mon corps. Que ton identité de genre soit en accord avec ton corps. Très bien. C'est une transformation que tu as débutée, tu disais, hors de la Guadeloupe, c'est ça? C'est ça. Pourquoi hors de la Guadeloupe? Alors, parce que j'ai tenté, en fait, de commencer en Guadeloupe et j'ai eu beaucoup d'obstacles au niveau des professionnels médicaux. Donc, du coup, j'ai décidé de partir en Hexagone pour pouvoir avoir accès à ce soin-là, en fait. Alors, c'est un parcours qui a commencé pour toi, tu disais que tu as 31 ans, qui a commencé à quelle époque? Tu avais à peu près quel âge? Quand je parle de parcours, quand tu as débuté, tu t'es rendu compte que tu avais envie de transitionner, comme on dit? Alors, ça a commencé à l'âge de 26 ans. À l'âge de 26 ans, j'ai commencé à remettre en fait en question l'identité dans laquelle j'avais grandi. Donc ça a été très progressif. Hein. Au début, c'était une histoire de prénom, ensuite ça a été les pronoms, et ensuite ça a été la transformation, la transition médicale. 26 ans, est-ce qu'on peut dire que c'est tard? Ou est-ce que c'est... je ne sais pas s'il y a une moyenne d'âge, est-ce que... Oui? Je dirais oui et non. C'est-à-dire que tard dans le sens où effectivement j'étais quand même bien avancée dans ma vie, on va dire, dans mon identité. En termes de maturité aussi, j'imagine. Et en termes de croissance surtout, parce que c'est vrai que tout ce qui est des transitions médicales, c'est toujours plus simple quand on les fait avant que sa puberté soit finie. Et je dirais aussi non, en fait, parce qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour apprendre à se connaître. Ah. Donc, il n'y a pas réellement en fait, de moyenne à laquelle les gens découvrent en fait, leur transidentité. Autant il y a des personnes très très jeunes qui dès leurs 5-6 ans, disent bon ben voilà, ça ne colle pas ce que vous me racontez. Autant il y a d'autres personnes que je connais aussi qui ont commencé leur transition la quarantaine passée. Exactement. Alors, comment tu as vécu ton enfance et on va parler un petit peu avant la période de transition. Comment tu as vécu ton enfance? Est-ce que tu, en étant une fille dans ton environnement familial, est-ce que tu te considères comme une fille? Est-ce que tu avais déjà... Alors, je vais poser peut-être des questions qui vont peut-être paraître bêtes. On dit qu'il n'y a pas de questions bêtes, mais je pense que ce sont des questions peut-être que d'autres personnes se posent et n'osent pas. Alors, est-ce que tu étais une fille et dans ta tête, tu avais l'impression de penser comme un garçon? Est-ce que tu avais des réactions de garçons? Est-ce que quand tu étais dans un milieu de filles, tu ne te sentais pas à ta place? Comment ça s'est passé entre ton enfance et ton adolescence? En tout cas, avant la période de 26 ans. Alors, en fait, j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué. Je sais que depuis très jeune âge, envers mes 3 ans, je disais un peu légèrement, je suis un petit garçon. Ma chance a été que mes parents n'ont pas en fait imposé les rôles de genre sur moi, donc j'ai jamais eu de souci avec le fait que j'aimais pas les robes, que j'aimais pas le rose, que j'aimais pas les Barbies, ce genre de choses. Ils m'ont toujours soutenu en fait dans des choix très bêtes, hein, je préfère mettre des shorts, je préfère acheter des vêtements dans le rayon des garçons entre guillemets, ou je préfère les voitures télécommandées aux poupées. Donc ça, j'ai eu une enfance en tout cas qui n'a pas été difficile par rapport à mon identité de genre. D'accord. Parce que j'ai pas été forcée en fait à me conformer à la petite fille en fait. Tu n'en as pas souffert en tout cas. J'en ai pas souffert et c'est pour ça justement que la réalisation s'est faite aussi tard parce qu'on m'a jamais forcé en fait à être une femme féminine. Très bien. Et à quel moment, justement, puisque finalement, tu n'as pas de souffrance par rapport à ça au sein de ton environnement, à quel moment ça devient pour toi évident ou peut-être un besoin, une nécessité de devoir changer d'identité? À quel moment ça pose problème dans ton évolution, peut-être dans ton interaction et tu te dis, bon, là, j'ai envie quand même d'avoir un corps qui me représente? Je ne saurais pas donner le moment exact, ça a été très très progressif, c'est-à-dire que, par exemple, au début de ma transition, je disais souvent, je ne ferai pas sous testostérone toute ma vie. Genre, je voulais juste la faire 1 ou 2 ans, histoire d'avoir un physique, on va dire, plus androgyne. Et je disais aussi que je n'étais pas intéressée par les opérations, tandis que maintenant, au bout de 2 ans de transition, je me rends compte que c'est des choses dont j'ai envie, en fait. Donc, c'est vraiment, depuis mes 26 ans, en fait, au fur et à mesure,
Les choses évoluent. C'est ça. En fait, c'est comme si j'épluchais un oignon, en fait. Je découvre à chaque fois, en fait, des couches de moi-même. Et je me rends compte qu'il y a des choses particulières et concrètes, en fait, comme la transition, comme les opérations, qui me rendent effectivement beaucoup plus heureux dans mon corps et dans ma vie. Ah, tu parles qui te rend beaucoup plus heureux. Donc, est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu es satisfait, tu es heureux de ton évolution, de ta transition? Absolument. Comment ça a été perçu au sein de ton environnement, de ton entourage, ta famille, tes amis? Alors, au niveau des amis, ça a été bien. J'avais des amis, enfin, j'ai toujours des amis qui sont très, très ouverts à la question. Sachant aussi que j'avais déjà fait un premier coming out en tant que lesbienne à l'âge de 17 ans. Donc, ils savaient déjà que je ne rentrais pas, en fait, dans ces cases cis hétéronormes. Donc, ils n'ont pas été particulièrement choqués, on va dire, de la nouvelle. Au niveau de la famille, ça a été en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça se passait très bien, des moments où ça se passait pas du tout bien. Et voilà, on continue à travailler en fait là-dedans. Et qu'est-ce qui bloque selon toi? C'est le fait de ne pas comprendre? Au-delà de l'acceptation, c'est la compréhension de ton parcours, du fait de vouloir transitionner? Je pense que là où ça bloque, en fait, c'est plus par rapport au regard de l'extérieur. Ah. Je reste convaincue que si ma transition s'était faite en huis clos, il n'y aurait pas de souci. C'est-à-dire que s'il y avait un petit bouton où je pouvais effacer en fait toutes mes 26 dernières années de ce que les gens savent de moi, et que je reviens en mode G, je sais que ça n'aurait pas souci de problème. C'est juste le décalage entre tout ce que les personnes que j'ai croisées dans ma vie savent d'avant avec ce qu'ils voient maintenant. Je pense que c'est réellement ça le souci en fait. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec ma famille. C'est vraiment le fait que si je ne puisse pas le garder sur moi, ça se voit en fait. Aujourd'hui, tu en es où? Qu'est-ce qu'il te reste à faire pour être complètement peut-être épanoui? Alors aujourd'hui, j'en suis donc à 2 ans de thérapie hormonale. J'ai mon état civil qui a été complètement changé. Et là, ma prochaine étape, ça va être la mammectomie pour avoir un torse plat. Dernière question, Jay. En tout cas, tu es invité à rester avec nous hein, si tu le souhaites. Est-ce que tu as le sentiment que vivre son identité transgenre est plus difficile aux Antilles qu'à l'extérieur, hors de la Guadeloupe? Je pense que oui. Ah. Parce qu'en fait, tout le discours sur la communauté LGBT, donc surtout tourné autour des orientations sexuelles, c'est effectivement quelque chose qu'on voit qui rentre en fait sur la scène justement des discussions. Mais par contre, en ce qui concerne la communauté transgenre, c'est quelque chose qui reste encore assez méconnu. C'est ce que tu me disais hein, en amont de l'émission, que autant on parle beaucoup plus de la communauté homosexuelle, la communauté transgenre est encore méconnue, voire pas connue du tout. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je sais que la majorité des personnes transgenres antillaises que je connais ne restent pas en Guadeloupe, ne restent pas aux Antilles en fait. La majorité partent pour avoir accès à ces soins médicaux et en général ne reviennent pas. C'est aussi parce qu'en fait, il y a une méconnaissance totale en fait de ce que c'est être transgenre et ce que ça amène comme défi en fait dans la vie. Je dis souvent en fait que dans la communauté LGBT, on a tous un combat, mais c'est pas le même. C'est-à-dire que les personnes homosexuelles, bisexuelles, etc. vont se battre en fait pour qu'on puisse accepter le fait qu'ils aiment qui ils aiment. Et moi, je vais me battre en fait pour qu'on accepte que je sois qui je suis. Qui tu es. Voilà. Et toi, le combat, il est différent. Le combat est différent. C'est pas des combats qui s'excluent, hein, mais il reste différent. Et en fait, c'est un combat qui est quotidien. C'est comme si souvent, par exemple, moi, je sais que je suis pansexuelle, donc il peut m'arriver d'être en couple avec des hommes. Si je marche dans la rue en train de tenir la main de homme, les gens ils vont dire bon c'est un homme gay, fin de l'histoire. Par contre, le fait et si je lui tiens pas la main, je suis juste un homme qui marche dans la rue en fait, c'est tout. Tandis que si je vais à la plage et que les gens se rendent compte que par exemple j'ai des seins, c'est marqué en fait sur ma tête que je suis transgenre. Quelque chose que je peux cacher, c'est quelque chose avec lequel en fait je dois faire avec quotidiennement. C'est comme je dis souvent, il y a un endroit qu'on ne peut pas fuir, c'est son corps. On est obligé de l'accepter, de vivre. C'est ça. Et en fait, autant toutes les personnes
qui restent dans le placard, comme on dit, par rapport à l'orientation sexuelle. Comme tu disais au début de l'émission, on ne fait pas forcément le choix d'être homosexuel. Par contre, on fait le choix de le dire, de l'assumer, de vivre en fait en tant que tel. C'est un peu ce qui se passe avec la transidentité, sauf que ça n'a pas vraiment le même effet. C'est-à-dire qu'il y a, quand on est homosexuel dans le placard, il y a des moments en fait où on peut garder ça vraiment privé à l'intérieur. Privé, secret, etc. Voilà, parce que finalement, c'est de l'ordre du privé. Et c'est ça, en fait, vraiment de l'ordre du privé. Tandis qu'au final, mon identité n'est pas tant privée que ça. Parce que c'est quelque chose avec lequel je dois travailler quotidiennement, en me présentant, comment les gens vont me prénommer, me pronommer, dans quelle toilette je vais aller, comment, quand je voyage, mes papiers d'identité. En fait, c'est vraiment des choses qui sont vraiment quotidiennes, c'est des petits détails, en fait, mais ça fait une montagne de petites choses qui, au final, quand on me met ces obstacles, c'est compliqué à vivre. C'est compliqué à vivre. Tu parlais justement des démarches administratives. Comment ça se passe au niveau de celles-ci, des démarches? Alors, par exemple, pour le changement de prénom, c'est assez simple, en fait. Il suffit d'aller à la mairie, donc avec un dossier demandant le changement de prénom, accompagné de tout type de justificatifs. Il faut savoir que maintenant, ce n'est plus nécessaire d'avoir subi une thérapie hormonale pour avoir droit à ces changements-là. Il y a quelques années, il était obligatoire d'avoir un suivi psychiatrique, psychologique pendant au moins 2 ans. Et encore avant ça, il était aussi obligatoire en fait de stériliser. Donc, c'est-à-dire que par exemple, pour avoir droit à un changement de genre de femme à homme, on est obligé d'avoir une hystérectomie. Maintenant, c'est illégal, heureusement. Et par contre, par rapport au changement de genre, c'est autre chose. C'est une demande qui se fait au tribunal. Donc, il faut aller à l'audience pour pouvoir montrer qu'on fait une décision consciente et éclairée. Et une fois qu'on le juge, en fait, le procureur accepte la demande, ben, on peut rééditer en fait les dates de naissance. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Jay. Tu n'hésites pas à rester avec nous sur le plateau. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? On a énormément de réactions également sur le chat live. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, toujours dans le respect et dans la bienveillance, n'hésitez surtout pas. Moi, j'ai envie de rebondir sur une chose, c'est que Jay a effectivement exposé ce qu'on allait exposer tout à l'heure avant qu'on ait l'échange avec Eros, c'est qu'on mélange très souvent l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Je l'ai dit au début de l'entretien, LGBT, c'est un sigle que moi je balaye facilement du revers de la main parce que pour moi, il ne veut rien dire. Ouais. On l'emploie maintenant un peu partout. Pour moi, c'est une sorte de panier dans lequel on a mis tout ce qu'on maintenant, il y a plus. En plus, il y a plus. Il y a 72 lettres précisément. Ah, d'accord. Quand on dit LGBTQIA+, il y en a 72. Pour moi, ça ne fait... Alors, c'est pas 72 en France, c'est 72 au Canada, mais c'est surtout que, pour moi, ça vient en dire long sur la complexité de la relation humaine. C'est ça qui est positif. Mais pour moi, vouloir en permanence mettre des cases dans des cases, c'est créer de la discrimination. Et c'est pour ça que moi, ce cycle-là, je ne l'apprécie pas. Je considère qu'une identité de genre, c'est comment je me présente au monde. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Personnellement, et je vais dans le sens d'Eros quand il dit que, par exemple, pourquoi on devrait quelque part considérer que ça n'est pas normal que de parler à la petite fille des garçons. Là où moi je trouve que ce n'est pas normal, et dans le sens norme, je parle de norme de société, je ne considère pas normal que l'on ait à dire à une petite fille de 5 ans qui elle doit, est-ce que tu as un petit copain ou un petit garçon, tu as déjà embrassé une petite fille, et c'est qui ta petite copine à la maternelle? Ce sont des discours qu'on entend énormément qui sexualisent l'enfant. Et c'est là que nous, quand on va dans les écoles, on cherche à déconstruire ça. Parce qu'on ne devrait pas pouvoir très tôt comme ça. Et oui, c'est un discours qui est orienté. Parce qu'on considère en fait qu'à 5 ans, ça devrait être une préoccupation de savoir est-ce que la petite fille a un petit copain. Je suis désolée, à un moment donné, je finis. Attends. Je finis parce que tout à l'heure, tu as parlé et je t'ai laissé finir. Je me bats contre ça. Moi, j'ai un enfant de 10 ans, j'ai un petit garçon de 20 mois. J'entends tout le temps « Ah, qu'est-ce qu'il est beau !» Quand on le voit nu, c'est « Ah, mon Dieu, il va faire mal !»
Ce sont des discours qui font du corps d'un enfant un corps sexualisé. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'est ce que tu as dit. Je dis que c'est le discours qu'on entend beaucoup. Et très tôt, en fait, on oriente l'enfant comme si finalement il devait automatiquement penser son corps comme étant sexualisé. Or, je pense qu'on devrait plutôt penser l'enfant à accepter et à s'ouvrir au monde. Donc découvrir l'autre dans sa complexité, dans son éducation, dans ce qu'il aime lire, dans ce qu'il aime manger, dans son individualité, et du coup s'enrichir de l'autre parce qu'on va avoir des échanges qui vont être dynamiques. Pour moi, avoir ce discours beaucoup trop tôt, c'est faire comprendre que finalement, c'est dans la norme que de pouvoir aller vers l'autre en pensant l'autre comme étant son alter ego ou celui qui va vous compléter sexuellement. À 5 ans, ça n'a pas de sens. Et même à 10 ans, on devrait pouvoir laisser l'enfant s'éveiller tu n'as même pas envie de dire à la sexualité, mais à juste sentir chez l'autre son altérité. Et ça m'intéresse, j'y vais, ça ne m'intéresse pas, je n'y vais pas. C'est comme, et je vais aller dans ton sens, le rose pour les filles, le bleu chez les garçons, et c'est une bataille qu'on a menée, qu'on a gagnée, imposer aux petits garçons noirs de se raser la tête ou d'avoir les cheveux courts à l'école. Ce sont des batailles qu'on a menées, qu'on a gagnées. Un enfant a le droit maintenant, un petit garçon, d'arriver à l'école avec les cheveux longs, qu'il soit caucasien, qu'il ait les cheveux crépus ou loxés. Ça a été une bataille parce qu'on genrait automatiquement le petit garçon en disant tu ne peux pas avoir les cheveux longs. Voilà, le cheveu court est obligatoire. Moi, j'ai vu des garçons à l'époque, je me souviens au lycée, où on les mettait dehors parce qu'ils étaient tressés. Ça n'existe plus. Et je voudrais qu'on puisse permettre à l'individu, l'enfant, de pouvoir se vivre le plus naturellement possible. Quand je dis naturellement, c'est qu'il arrive à engendrer de lui-même ses envies, ses goûts, son appétence pour le foot ou pas le foot. Je trouve que tout est toujours orienté, tout est toujours construit et éduqué chez nos enfants. Et ça en fait des enfants qui sont très intolérants à beaucoup de choses. Et je ne parle même pas de sexualité. Je parle à l'autre de manière générale. À l'autre en général, parce qu'il est différent de ce qu'on lui aura présenté comme étant normal. Et c'est pour ça que je dis... Nous, on fait des ateliers, non pas sur la sexualité, mais sur les notions de discrimination, parce qu'on a un taux de tentative de suicide chez les moins de 14 ans qui est juste hallucinant. Je dis bien de tentative de suicide, c'est-à-dire qu'on a des enfants de 11 ans, on a été appelé il n'y a pas longtemps, qui a souhaité sauter du 2e étage de son école. Il est en 5e. En Guadeloupe. Et on n'en parle pas. Parce que l'adulte est tout le temps en train d'enrober l'enfant d'un discours. Et dès que cet enfant-là sort finalement de ce qui est présenté comme étant la norme, il se sent complètement perdu, déconnecté d'une réalité qui lui est présentée comme étant la norme. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure quelle est la norme. Et je reprécise qu'on n'est pas là pour faire le prosélytisme de quoi que ce soit. On est là pour pouvoir amener les gens à avoir des éléments de compréhension, de façon à ce que ces personnes qui ne se sentent pas comme étant hétéronormées puissent aussi se sentir à leur juste place et arrêtent de quitter le territoire, parce qu'on a de vrais cerveaux qui s'en vont et qui ne reviendront jamais. Mais jamais, c'est-à-dire qu'ils ne même pas en vacances. Après, et je trouve ça vraiment dommage. Le monde des enfants est le reflet du monde des adultes, j'ai envie de dire. C'est ça. Quand on regarde le comportement qu'on a entre nous-mêmes adultes, on dirait qu'une femme, on va lui demander, est-ce que tu as un mari ? Ou des choses comme ça. Moi, j'entends en plein temps, ça me fait même rire maintenant qu'on me pose cette question. Genre, à chaque fois que je titille la personne me dit « Ah bon, qui t'a dit que j'ai un mari ? Pourquoi tout de suite m'orienter vers ça ?» Donc, moi, c'est le reflet pour toi. Ouais. Ah oui, c'est le reflet du monde des adultes, clairement. Donc, ça ne m'étonne même pas. Donc, c'est un long combat à mener, effectivement. Tout à fait. J'aurais voulu réagir sur le début de l'émission. Oui, vas-y, réagis. Et puis après ça, on va lancer la pub. Vas-y. Voilà, quand tu as parlé de Mahomet, et tu disais que c'est un terme qui est très péjoratif et surtout traduit en français et tout. Qui est-ce qui a dit ça? Est-ce que les gens qui ont traduit, est-ce qu'ils ont traduit le mot Mahomet? Et ceux qui ont traduit le mot Mahomet, à partir de quoi ils l'ont traduit? Est-ce que ce sont des Français qui l'ont traduit? Est-ce que ce sont des spécialistes de notre langue qui l'ont traduit? J'aurais bien aimé savoir. Parce que pour toi, c'est pas une insulte? Écoute, la langue que nous parlons n'est pas une langue à dérivée française. Hein. Qu'on le veuille ou pas. Parce que beaucoup de Guadeloupéens font beaucoup d'amalgames lorsqu'on parle de l'Afrique.
Mais l'Afrique, c'est quoi? C'est comme une sélection si on parle de foot. La Guadeloupe, c'est l'OM, c'est le PSG, l'équipe que tu veux. Et après, quand tu es sélectionné, c'est dans la grande équipe. Donc quand on parle d'Afrique, on ne parle pas de refus de guadeloupéanité. Et c'est important. Pourquoi? Parce que les mots, ils ont une origine. On a des gens qui cherchent, on a des gens comme Edivial, on a des gens comme Ikanga. Ma, c'est une négation dans notre langue. Et Kome, parce qu'il y a Koume et Kome, ce sont deux choses différentes. Et Kome, ça veut dire différent. Donc on ne peut pas dire que c'est une insulte, parce que ça dit que c'est quelqu'un qui est différent. Donc c'est pour ça que... Là, tu parles de l'origine, oui, qui est très mais oui, c'est pour ça que parce que ça revient au même débat de Gabi Clavier et pour le juron. C'est-à-dire que on ne peut pas transposer, parce que même si on parle, et on va vers l'avant, parce que le discours que tu as, il est très important. Mais moi, là où ça me dérange, c'est pas par rapport à toi. C'est-à-dire que le discours professionnel, eh bien justement, on peut faire l'amalgame pour partir sur d'autres dérives, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai accentué le point. Je ne suis pas fou, hein. C'est parce qu'on est écouté par les gens qui nous écoutent. Donc c'est très important que les gens puissent comprendre. Et ce que j'ai envie de faire, d'alerter les Guadeloupéens, c'est qu'à un moment donné, vous ne devez pas oublier ce que vous êtes. C'est pas parce que on veut aller vers l'avant, on veut voir autre chose qu'on doit se renier. Parce que se renier, eh ben justement, c'est ne pas s'apprendre, c'est laisser d'autres personnes nous apprendre qui nous sommes, et les gens vont nous apprendre ce qu'ils veulent. Donc il faut faire très attention à ça. Donc il faut bien rester dessus, que Makome, ça n'a rien à voir avec une insulte. C'est la vérité. Quand on dit que quelqu'un c'est Makome, ça veut dire que le mec il est différent. Ça veut dire que c'est un gars qui aime un homme. Mais c'est toi qui dis ça. 99% des gens. Mais c'est ce que j'allais dire. Il y a une différence entre l'origine, la blablater. C'est ça. Mais il ressemble avec un moment où tes yeux aussi, comme les gens utilisent les yeux, tes oreilles. C'est pas une question que les gens font. Je suis là. Tu dis ça comme si les gens sont conscients que Mahomet ça veut dire différent, etc. Arrête un peu. Tu interprètes à ta façon. Moi, je n'ai pas toi aussi tu l'interprètes à ta façon. Je n'ai pas la prétention je n'ai pas la prétention de vouloir enseigner à ceux et celles qui nous écoutent, mais je leur apporte une information. Après, libre à eux d'aller la chercher. Il faut faire attention. On sait pourquoi les gens utilisent ce terme-là. Parce que... On sait très bien pourquoi. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je suis désolé. Ah non, moi, je suis désolé. Mais on va revenir. C'est pas de convaincre la blablateuse. Moi, je parle pour les gens qui nous écoutent, les auditeurs. Et moi, je vous invite à faire des recherches. Et vous avez des gens ici... D'accord, vous avez des livres, ou Chicam, vous avez des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, Martiniquais, Guyanais, vous avez des gens qui écrivent. Donc je vous invite à aller vers ces gens-là pour apprendre à découvrir votre langue et à découvrir qui nous sommes. C'est pas plus compliqué que ça. Mais vous dites deux choses qui sont, avant de passer à la pub, toi tu parles de l'origine du mot, ce qui est très intéressant et qui permettrait aux gens aussi, peut-être qu'ils l'utilisent, de se rendre compte, il y a qu'à utiliser un mot, mais finalement qui peut-être pas en insulte. Mais ce que dit la blablateuse aussi, c'est que la réalité, qu'on nous a dit, nous avons parlé sans langue de bois, sans tabou, c'est que les gens qui ont utilisé ce terme-là, ça, précisément, fait avec qui intention. Dans un but précis de discrimination. Je comprends pas votre réflexion. Moi, j'amène en cabinet et on vite qui sait, je ne pas les de ça que j'ai assuyé. Moi, ce que les gens disent, c'est pas mon problème, ça. Je vous amène quelque chose de nouveau. Et Lydia qui nous dit qu'elle est d'accord avec toi. C'est le blanc qui a transformé le mot Makome. Je suis d'accord avec David. Merci bien. Ah ben voilà, le débat est lancé aussi sur le réseau, sur le live Facebook. On va revenir dans un instant. Pardon, excusez-moi. Nous allons nous quitter pour une courte page de publicité. On se reconnecte et on espère que vous serez avec nous connectés. Rebonsoir, nous voici toujours en direct télé, en direct Facebook, avec nos invités du jour, une invitée qui nous a rejoint. On le rappelle, la thématique de ce soir, homosexualité, transidentité, toujours difficile à vivre aux Antilles. En tout cas, on a lancé la question. Merci aux invités, merci à Jay qui était avec nous, je suppose qu'il est toujours avec nous
au téléphone. Merci à Priska qui a déjà bien participé en début. Priska, tout va bien jusque-là? Tout va bien, tout va bien. Et nous avons été rejoints par Leïla. Leïla qui est la présidente de l'association Secrets Art. Bonsoir Leïla, comment vas-tu? Bonsoir, ça va. Ça va, tu es bien arrivée? Ça va. Alors Leïla, est-ce que tu peux te présenter puisque tu prends l'émission de cours, mais voilà, présente-toi et surtout, voilà, Secrets Art, hein, puisque c'est une association qui œuvre au sein de la communauté. Donc, à toi la parole. Donc, je me présente Leïla, présidente de l'association Secret Art. Donc, c'est une association qui rassemble la communauté LGBT+ et friendly. J'insiste aussi sur le friendly parce que même pour les personnes qui ont par exemple leur enfant ou leur frère ou sœur, mais en tout cas qui se posent des questions, ils sont toujours les bienvenus au sein de notre association. Et le but de cette association, c'est déjà par le biais de permanence de pouvoir rassembler les personnes de la communauté pour pouvoir discuter, échanger autour de plusieurs problématiques, autour de plusieurs thèmes qu'on essaie d'élaborer et de le faire de façon assez ludique pour pouvoir surtout informer et construire et déconstruire parce que du coup il y a beaucoup de méconnaissances et donc voilà, donc vraiment le but c'est de pouvoir accompagner, aider, informer, réorienter aussi et au moins que les gens de la communauté savent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent venir en permanence dans un endroit safe où ils se sentent en sécurité pour pouvoir parler librement. L'association, elle existe depuis quand? Alors là, ça fait 1 an qu'elle existe depuis le 28 février, du coup, je crois, officiellement, voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie justement de créer cette association? Est-ce que ça part d'un vécu? Est-ce que ça part d'un constat? Quelle est l'origine de la création de cet asso? Alors déjà pour commencer d'un vécu par rapport au mien, quand je suis partie faire mes études à Montpellier, je suis partie en quête de connaissances, de recherche de soi aussi. Par la même occasion, je suis partie faire mes études, mais j'étais à la recherche de beaucoup de choses. Je suis tombée sur une association qui s'appelle Angel, donc l'association des gays et lesbiennes, où justement il y avait des permanences tous les samedis après-midi. Et de là, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, connaître beaucoup de choses. Et quand je suis revenue aux Antilles définitivement, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Il y a quelque On entend chose souvent qui ça. manque. Hein. Voilà. Et je me suis dit, mais en fait, c'est parce que j'allais tout le temps à l'association, je rencontrais d'autres personnes de la communauté, on pouvait échanger, discuter, parce que beaucoup de personnes pensent que qui dit homosexualité dit forcément le côté festif, or que pas du tout. Il y a aussi le côté où on peut parfois discuter, échanger autour de débats, et ça me manquait énormément. Et du coup, je me suis dit, quelque chose qui me manque, autant le créer. Donc du coup, je me suis rassemblée avec plusieurs membres fondateurs, donc on est à 6 membres fondateurs. Et de là, on s'est réunis et on a créé l'association Secret Art. Est-ce que ça a été difficile pour vous de rassembler, de réunir? Parce qu'on a encore dit, parler de son orientation sexuelle, c'est quelque chose de privé finalement. Et encore, lorsqu'on est au sein de cette communauté, on a tendance parfois à se cacher, à ne pas vivre les choses au grand jour. On le dit, c'est parfois tabou aux Antilles. Est-ce que vous avez réussi donc à réunir cette communauté et comment finalement? Alors, déjà, j'ai pu réussir la communauté par rapport aux soirées où j'ai pu faire des interventions. Donc, du coup, c'est comme ça qu'il y a certains membres qui ont pu rejoindre l'association. Mais comme vous le disiez si bien, c'est pas tout le monde qui aime forcément parler de soi ou juste parler, discuter. Donc, c'est là où, des fois, on rencontre quand même cette difficulté de se dire qu'on aimerait quand même qu'il y ait plus de personnes qui puissent venir. Mais il y a aussi le fait que c'est pas tout le monde aussi qui est au courant concernant l'association. Donc c'est pour ça que du coup on essaye d'avoir un peu de visibilité pour que des personnes puissent savoir qu'ils peuvent venir dans l'association pour pouvoir parler et discuter avec nous. Parce que j'ai quand même beaucoup de retours de personnes qui me disent qu'il y en a qui se sentent seules, qui ne se sentent pas entourées. Quelles sont les problématiques justement qui viennent le plus souvent à vos oreilles et pour lesquelles vous apportez finalement un soutien, un accompagnement, une aide? Mais c'est surtout que je me sens seule, je ne me sens pas entourée, je ne me sens pas entendue ou j'ai l'impression de vivre seule et d'être la seule personne qui n'est pas normale. Or qu'il n'y a pas de réellement... Enfin, ma devise, c'est qu'il n'y a pas vraiment de normalité dans ce monde. Même si tout le monde dit qu'on doit être dans une norme, dans des cases et tout, mais il n'y a pas vraiment de normalité parce qu'on est tous différents dans tous les cas. Mais... Et justement, j'entends ça assez souvent. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé l'association, parce que on est un petit groupe d'amis et en fait, il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'ils ne sont pas très WhatsApp ou ils ne sont pas très soirée.
mais ils aimeraient trouver un endroit où on peut parler, discuter, échanger, ou juste faire une petite sortie comme ça, mais juste au moins se poser, discuter, échanger. Mais il y en a aussi qui ont peur de venir et, par exemple, d'être outés ou de... Ça veut dire quoi, outé? Alors, qui ont peur qu'en venant dans l'association, qu'on dise qu'il fait partie de la communauté. Donc, outé par rapport au coming out quand on annonce, et outé dans le sens où ça a fuité et que du coup, la personne, on a su son orientation. Et du coup, et la chose que je réponds le plus souvent, c'est que justement, il y a quand même une certaine confidentialité. Ce n'est pas affiché l'endroit aussi, voilà, que c'est la communauté, il n'y a pas de drapeau, c'est vraiment dans la confidentialité. Surtout qu'il y a une charte de confidentialité à respecter, dans le sens où tout ce qui se dit là, reste là, pour pouvoir avoir un endroit safe où on peut se sentir en sécurité. Je viens de me dire, on a besoin de ça, de nos safe. Alors, il y a Lydia Luce qui nous dit pourquoi finalement une communauté, on met encore des gens dans des cases alors que l'objectif c'est de supprimer la discrimination. Que réponds-tu à cela? Je suis tout à fait d'accord avec elle. Après, c'est les mots qu'on doit employer. Malheureusement, on est obligé d'employer ces mots-là pour l'instant pour pouvoir faire connaître et comprendre. Et surtout qu'il y a quand même des personnes qui, eux, ont besoin de se mettre dans des cases pour pouvoir appartenir. Ils ont besoin d'appartenance. C'est propre à l'être humain. Il y en a qui ont besoin de se définir une identité. D'où viennent ces mots? Voilà. Si ça tenait qu'à moi, franchement, il n'y aurait pas eu de mots définis. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ont besoin de définir c'est quoi lesbienne, c'est quoi bi, c'est quoi gay. Mais d'où ils viennent ces mots? Comment? D'où ils viennent ces mots? C'est-à-dire? Mais tous ces mots-là, lesbienne, machin, GQ+, toutes les cases. Parce qu'en fait, quand on dit que... parce que je comprends qu'il faut qu'il faille nommer certaines choses pour qu'on puisse les comprendre. Mais tous ces noms-là, ça... Est-ce que les gens même qui sont concernés, ce sont eux-mêmes qui se sont nommés ainsi? Je pense que c'est au fur et à mesure que les choses se sont nommées, où il y a eu des mots qui se sont rajoutés. C'est comme avant, il y avait juste LGBT et après, il y a eu plusieurs lettres qui se sont rajoutées, comme le mot queer qui s'est rajouté. C'est des choses qui se sont rajoutées progressivement au fur et à mesure par rapport à l'évolution des choses. Et plus les choses arrivent... on arrive quand même dans un temps où on est quand même en quête de se chercher et de pouvoir en fait se définir. Et plus on se définit, plus il y a des mots qui permettent de définir ce que l'on est réellement. Finalement, c'est ça la question, peut-être lutter contre les cases et en même temps créer des cases et s'insérer soi-même peut-être dans une case. Et comme peut-être Eros dit, c'est que finalement avec des termes qui ont été inventés, peut-être pas par la communauté homosexuelle, finalement, ces termes, ces cases. Alors il semblerait, selon les recherches, parce que là, on a cette volonté d'aller chercher de l'information, notre équipe mon équipe et moi, et il semblerait que les premiers termes ce soit surtout à San Francisco, aux États-Unis, où cette communauté s'est structurée. Les premières, le vocable LGBT, le drapeau arc-en-ciel avec ses couleurs, chaque couleur a un symbole, a une signification, permettait en fait à ces personnes de mettre des mots dans une société où ils n'étaient pas nommés. J'ai posé cette question-là une fois dans une conférence dans laquelle Leïla était, où se réunissaient les associations qui prennent en charge ou qui sont de la communauté LGBT. Et moi, j'ai dit, mais en fait, je ne comprends pas. On nous demande de lutter contre les discriminations et on multiplie les lettres qui sont autant de cases. Et même dans la case, par exemple, gay, on a les gays beers, les gays les gays femmes, les gays masculins, les gays je sais pas quoi. Et en fait, je me suis dit, l'un des collaborateurs que j'apprécie énormément pour son franc-parler, il me dit, mais Prisca, enfin, c'est facile pour toi en fait de parler comme ça. Alors tu viens là avec ta petite science et tu me dis, abat les discriminations, les cases des cases, ça suffit. Mais tu n'as jamais eu besoin de dire qui tu étais. Alors je lui ai répondu bien sûr que si, puisque en tant que femme noire, on a tout le temps à se justifier de qui l'on est, de nos compétences, de si on est assez intelligente, assez belle, pas assez belle, trop noire, pas assez noire. Donc oui, on sait ce que c'est que les cases. La noire coulis, la noire plutôt chabine dorée, on connaît ces cases-là. Et nous, on fait en sorte d'en sortir. Donc pourquoi vouloir cultiver ce vocable LGBT ? Et en fait, il me disait que c'est une réelle volonté pour eux de pouvoir
comment dire, se qualifier, comme on pourrait dire, je suis grande, je suis ronde, je suis petite. Mais c'est pouvoir se... Et c'est ça en fait, c'est que c'est le débat actuel entre les associations, c'est est-ce qu'il est juste de cultiver ça en fait. Le mot LGBTQIA+, c'est pour ça que nous on est passé de prévention LGBT-phobie à lutte contre les discriminations de genre. Parce que pour moi, une petite fille, une adolescente de 17 ans qui dit je veux aller en formation soudure, à qui on dit mais t'es une fille. Exact, ça c'est vrai. Non, c'est pas prioritaire, on va d'abord faire passer les garçons et s'il reste de la place, peut-être que tu pourras aller en bac soudure. On est dans des discriminations de genre qui pour le coup n'ont rien à voir avec la communauté. Et c'est vrai que je pense que tout doucement, mais ça ça n'engage que moi, je pense que tout doucement on ira vers une notion davantage de communauté non hétéronormée. Pour moi c'est plutôt dans ce sens-là qu'on devrait aller, pour sortir de toutes ces cases et de simplement dire qu'on a peut-être 2 cases à la rigueur, hétéronormée et non hétéronormée. J'ai l'a prononcé à un moment donné dans son intervention, où on n'est pas 6 hétéronormés. 6, c'est quand qu'on a une adéquation entre le sexe psychologique et le sexe porté. En l'occurrence, si je dois prendre mon exemple, je suis cisgenre, j'ai un sexe psychologique féminin avec un sexe porté féminin, et je suis attirée par les hommes. Donc les 6 hétéronormés sont les personnes qui rentrent dans cette case et qui iront naturellement vers le sexe opposé. Quid des personnes qui iront vers les 2 sexes? Ou quid des personnes qui vont accepter d'être avec un homme trans ou une femme trans? Qui sont-ils? On les met où? Et c'est ça en fait que je dis, c'est que toute leur mousse, c'est qu'on n'explique pas toujours pourquoi on est attiré vers quelqu'un en fait. C'est pour ça que mon discours parle toujours de ça. Moi, le truc, oui, c'est que, David, on t'écoute. En fait, je comprends tout ce que vous dites, hein, parce que je suis pas quand même... je vis dans la société. Mais après, si je dois exprimer mon ressenti, j'ai du mal à comprendre. Parce que tu vois, c'est en paquet de cases, mais autres même aussi, si vous avez fait un bitin, à partir du moment que vous êtes d'accord avec ça, vous êtes en phase avec ça, pourquoi vous bisez 10 personnes, pourquoi vous bisez caché, pourquoi faire... On en revient toujours à ça. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu sais, on a tous ce même problème-là. Et quand tu regardes, on parle des sentiments, même du ressenti, on connaît tout ça. Tu vois, à un moment donné, je me suis dit, mais... Ah ouais, tous les gens, ils sont ceci, ils sont cela, parce que j'ai des locks, ils me jugent, et pendant des années. Et puis un jour, je me suis dit, mais si mal, vous pas savez que là-bas, au tout cas, même grand chiffre en tête, qui j'en sais mon laté guada, vous pas savez qui j'ai, et j'ai changé mon attitude. Quand j'entends Jay qui parle, j'écoute tout ce que Jay dit, je vais pas juger Jay, parce que j'ai pas besoin que les gens me jugent non plus. Mais par contre, il a bien dit au début qu'il venait pour essayer de révolutionner certaines choses. Donc, à un moment donné, il faut savoir que, eh bien oui, tu prends des coups. Tu vas prendre des coups, parce que les gens ne sont pas habitués avec ça. Mais toi, à un moment donné, il faut être en phase avec ce que tu dis, parce que le truc, moi, je ne suis pas là pour juger, mais j'écoute, j'entends. Parce que quand tu viens et que tu décides de faire toutes les phases de transformation ici, de changement ici, ça veut dire que dans ta tête, tu es déterminé. Eh bien, mon vieux, si je ne sais pas si ça va te réconforter ou pas, peut-être que tu seras fâché, je ne sais pas. Mais à un moment donné, si tu vois, tu sais pourquoi tu es venu, tu sais ce que tu es venu faire, eh bien, garçon, si à présent c'est ouvert ton homme, eh bien, debout de ça, Timan. Il faut debout de ça, et à un moment donné, il faut qu'on arrête de pleurer. Parce qu'il y a trop de trucs, et à force à instrumentaliser les choses, et tout, parce que j'ai des amis qui sont, et les amis m'en commun, et ni plein bidin qui a fait dans ces bidins LGQ plus là tous ces bidins ça il n'y a pas d'accord avec ça parce que quelque part il y a des gens qui vivent leur relation pleinement sainement et ça leur fait un paquet de publicité qui est néfaste à leur évolution. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire une différence parce que n'importe qui monde doit coquer avec mon niveau parce que juste après en Italie ils ont commencé à faire des lois pour monter coquer avec les animaux, d'accord. Donc ça veut dire que nous avons un système qui est pour moi, ça a privé. Ça a fait entre des gens, ça n'a pas garder les autres gens. Parce qu'il y a des gens, il n'y a pas de gens qui sont noms et femmes, mais on ne sait pas combien de noms ils ont crié pour passer ces femmes à les soirs. Parce que ça qui a fait là dans le cas, pour ne pas connaître. D'accord? Donc, moi, on ne parle pas pour juger les gens si ils ont comme les uns, ça c'est le problème, c'est mon. Mais par contre,
il faut qu'on fasse attention aussi et à ne pas se tromper de combat, parce que le combat, il est noble en fait. Hein. Parce que c'est le même combat qu'on a tous eu à un moment donné de notre vie, c'est-à-dire de faire taire certaines différences qui sont insensées et qui sont créées, on ne sait même pas par qui, pourquoi, dans quel sens. Mais à trop s'enfermer aussi dans des cases, finit par faire que c'est normal que les gens puissent pouvoir cibler et puis frapper, parce qu'on sait que l'être humain, il a son côté perverse et méchant. Alors je salue bien bas le discours de David et Eros, parce que c'est exactement le discours que je tiens, que Leïla tient. C'est on ne peut pas vouloir qu'une personne nous accepte si on n'a pas fait cette démarche, soit de s'accepter et d'être, quand tu dis, faut d'essayer en fait. Et c'est le travail qu'on mène, c'est de pouvoir dire aux gens, on ne vous demande pas de tolérer, on vous demande de respecter. Mais pour pouvoir se faire respecter, on dit que le respect se gagne. Pour pouvoir se faire respecter, il faut déjà soi-même se respecter. Et nous sommes tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de dérives, comme dans beaucoup de groupuscules. Hein. Quand on parle communauté, on parle de codes, de normes et de valeurs. Tout à fait. Dans toutes les communautés, il y a des dérives. Et c'est vrai que ça dessert une partie des personnes qui vivent sainement et pleinement leurs relations. Ce sont de vrais couples, ce sont des parents, ce sont des gens qui sont amoureux, qui s'aiment et qui s'aiment viscéralement. C'est beau. C'est très beau, et je salue bien ce que tu dis, parce que le combat n'est pas de vouloir imposer à la société, le combat c'est de faire société. C'est qu'on parvienne à être ensemble. Tout à fait. Sainement. Après, ce que tu fais, et ça c'est ce que je dis à mes collaborateurs, ce que tu fais dans ton lit une fois que tu as passé la porte de la sauce, je m'en cogne en fait. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que tu fais, ni avec qui tu couches, ça ne m'intéresse pas, ni combien de personnes. Ce qui m'intéresse, c'est quel est ton regard sur l'autre, quel est ton discours, quel est ton positionnement. Est-ce que tu respectes l'autre comme tu voudrais qu'on te respecte? Toi-même. C'est juste ça. Ouais, c'est pour ça que généralement... Oui, il est là. C'est pour ça que généralement, quand on me pose comme question, mais tu appartiens à où dans la communauté? Directement, comme je le dis souvent, je dis, je suis Leïla. Enfin, après, ça reste mon avis personnel. Mais je respecte aussi le fait qu'il y a des personnes quand même qui ont besoin de se définir. Il y a des personnes qui sont toujours en quête, qui sont toujours en recherche. Conseil que je donne souvent, hein, même quand il y a des personnes qui veulent faire leur coming out. Avant de faire ton coming out, il faut vraiment que tu sois en phase avec toi. C'est quelque chose que je répète quand même assez souvent, je le dis tout le temps. Sois en phase avec toi-même. Une fois que tu es en phase avec toi-même, là, tu peux faire ton coming out auprès de ton entourage. Et quelle que soit de toute façon leur réaction, le fait de savoir que tu es en phase avec toi-même, ça ne va pas t'atteindre personnellement, parce que tu sais déjà qu'il y aura des réactions. Ce sera à toi de t'armer pour pouvoir savoir quoi faire face à tout ça et comment anticiper et comment répondre. Mais après, je reste quand même à dire que même si certaines personnes savent qu'ils sont au fond, il y a des personnes quand même qui sont toujours dans cette quête et qui vont toujours chercher à se définir. Donc c'est pour ça que justement les lettres sont là, c'est pour pouvoir se définir, parce qu'à un moment donné, on était arrivé où on ne pouvait pas être qui on a envie d'être, et on s'est tellement perdu que du coup, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient en dépression, qui étaient en anxiété. Enfin, il y a eu beaucoup de personnes qui ne savaient pas qui ils étaient. Et j'ai remarqué que quand même, les gens cherchent maintenant de plus en plus à savoir qui ils sont. Ça passe par le fait de se définir et se mettre dans une case. Parce que même moi, ça a été mon parcours. Après ça, c'est mon parcours personnel. D'abord, j'ai essayé de me mettre dans une case. Et puis au final, je me suis rendu compte, mais non, là, je suis en phase avec moi-même. Pourquoi me mettre dans une case? Je sais qui je suis. Je n'ai pas à prouver à qui que ce soit. Je suis comme ci ou comme ça. Moi, je sais qui je suis. C'est l'essentiel, c'est le plus important. C'est pour ça que je le rejoins totalement. Mais après, pour certaines personnes, il y a des personnes qui ont quand même besoin de se définir pour pouvoir apprendre à se connaître et ensuite, par la suite, accepter qui ils sont réellement. Très bien. En tout cas, sujet très, très intéressant. Même sur le chat, on a des réactions. Tu sais, des fois, oui. et dans la rue, quand les gars ils parlent, et entre gars, ça vous ne pouvez pas le savoir, vous êtes des meufs. Quand les mecs ils parlent entre gars, des fois, quand tu te renseignes sur une meuf, c'est parce que la meuf te plaît. Et quand tu as le gars qui va dire, ah ouais, on s'y mal, femme là, ça c'est sur lesbienne. Ah, pour, merde alors,
Tu vois, c'est ça, et bien après ça c'est fini, il n'y a pas de truc de... Tu vois, c'est-à-dire que les mentalités évoluent, quoi. C'est-à-dire que les gens pour... c'est quand même et puis après ça c'est fini. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps encore de... Après tu as des gens qui eux c'est vraiment... Il y a encore des viscéral. personnes qui subissent Oui. du harcèlement. Exactement. Oui, non, mais Non seulement, attention, hein. Oui, Parce que en préparant reviens à l'émission, on a justement, vu, c'est ça ça. va jusqu'au cri. tu as des gens, c'est viscéral. Tu as des gens, ils vont pas te supporter, c'est pas même pas harcèlement. passer près d'eux, même pas parler de ça, Ah, tu ils vois. veulent Et c'est une, Bon. une minorité. Oui, mais Heureusement. après, Ah, j'avoue. il faut aussi, et ça je tiens à le dire, mais il ne faut pas mal le prendre, il ne faut pas mal l'interpréter. Il faut essayer de comprendre ce que je dis pour pouvoir justement apporter une amélioration. C'est-à-dire qu'il y a des gars aussi qui sont trop dans l'exagération. Et il faut comprendre que quand tu avances quelque part dans un terrain miné, tu n'es pas dans un terrain conquis. Donc tu es là pour gagner une place. Et pas pour venir t'imposer, parce que tu as des gens qui ne supportent pas on va dire la macomerie, ou bien par exemple, même tu vois, non mais c'est-à-dire que, oui, mais tu vois, tu as vu, avec nos mots, tu vois comment c'est beau. Parce que c'est beau, c'est pas un mot qui est vulgaire. Et quand tu vois, et même aussi par exemple, tu as parlé des Noirs, tu vois, même tu veux parler aussi par exemple, c'est que des femmes ou que des hommes où les gens ils sont en train de te juger. Oh, à un moment donné, si tu sais que tu es un Noir, que tu as fait quelque part sur un bar nazi, tu es déjà rentré, le mec se passe en chaise, tu vas pas te mettre à crier, tu vas te faire défoncer. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir un peu de retenue. Subtilité. Ils sont Tu pas vois, tous dans un provoque. Non, je n'ai pas parlé de tout le monde en général. Mais je parle, et les gens qui savent qu'ils font certaines choses, ils se reconnaissent et ils s'améliorent. Tu vois, parce qu'il faut que chacun y mette du sien. C'est-à-dire qu'on sait que les gens ne sont pas habitués à ça. Quand tu vas venir quelque part, tu vas te mettre à rouler une pelle. Écoute, même quand tu vois un mec rouler une pelle et une meuf quelque part là, des choses là, mais quand même, déjà à la base. Dans le Ouais, thème. bon, Tu déjà, vois, à la base, tu vois, à la base, moi, déjà. c'est comme ça que je suis en me disant, bon. Tu vois, alors quand tu viens faire ça, c'est Mais de façon générale, voilà. que tu viens de la provoque. Eh bien, si les gens courent derrière toi, il faut assumer ton bête. Tu comprends? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir si on fait des opérations pour provoquer les gens ou si on veut faire en sorte que tu vois que les gens puissent, parce que tu as dit ça, c'est très important, hein. Et c'est pour ça que j'ai réagi avec ces exemples-là qui vont plus parler aux gens, tu vois, c'est-à-dire que, comme tu as dit, il faut faire la différence entre vouloir aller contre la société et vouloir faire société. Et ça, c'est très important, il faut que chacun mette du sien. Tu peux pas demander au gars il a grandi comme ça, parce que si le gars a grandi avec un papa, parce que des fois tu peux grandir aussi ça. Parce que moi je dis ce que les gens ne disent pas. Tu peux grandir avec un père qui est homosexuel refoulé. Tu comprends? Et qui fait que, comme il cache son homosexualité, il fait son truc en vice, mais il grandit avec toi, tu connais comme un papa, donc il parle des marcomères mal tout le temps. Donc toi qui es son fils, tu vois, tu commences à... Tu vois, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de prendre les choses cas par cas, mais aussi que chacun puisse amener un peu du sien. Parce que sinon, on ne pourra pas fonctionner ensemble. J'adore ce mec. Merci. Eh bien voilà, nous sommes toujours avec vous en direct et en direct Facebook et c'est parti pour la chronique de la blablataise. On coudier. Oui, alors aujourd'hui on va partir à Saint-Kitts et Nevis parce que ceux qui ne savent pas, il y a un ouragan nommé Jamal un ouragan de changement qui a soufflé dernièrement là-bas parce qu'il faut savoir que ce très cher Jamal Jeffers a trouvé la force, lui, d'aller attaquer carrément le sommet avec un soutien de l'Alliance pour l'égalité de Saint-Kitts. Donc ils ont été attaqués l'État pour abroger une loi totalement arbitraire qui datait de 1873. Et c'est comme ça, grâce à eux, que le 29 août dernier, donc on parle de 2022, oui, que l'une des plus hautes autorités de justice, la Cour suprême
des Caraïbes a invalidé les articles 56 et 57 qui composaient donc la loi A5 sur les atteintes à la personne. Et dans ces articles, ils interdisaient carrément, entre autres, je ne vais pas citer complètement parce que c'est tellement absurde, ils interdisaient entre autres le crime abominable de sodomie et infraction contre nature. Et on peut aussi, si les personnes enfreignaient ces lois, elles pouvaient aller jusqu'à des peines maximales de 10 ans de travaux forcés. Donc c'était encore dans les lois de Saint-Kitts et Nevis en 2022. Et il a fallu que Jamal, justement, comme a dit Ross, mettez du bout derrière ça pour dire non, moment, il faut stopper ça, il faut voter ça. Donc c'est ce qui s'est passé l'année dernière à Saint-Kitts. Il faut savoir que d'ailleurs l'Alliance l'a rejoint dans cette quête de justice, puisque c'est une institution qui offre des services de défense et de formation, de sensibilisation là-bas, et même de promotion des droits de l'homme. Et heureusement, j'ai envie de dire qu'ils ont été soutenus en Jamal, puisque bien sûr, il y avait des partisans pour conserver cette loi abominable telle que, pour ne citer que l'association évangélique, qui regroupe donc 30 églises chrétiennes, qui ont dit mais non, mais faut laisser, c'est tout à fait normal en fait qu'il y ait une loi comme ça qui existe et qui va jusqu'à cadrer carrément la liberté sexuelle des êtres humains. Enfin bref, donc pourquoi cela a pris carrément bientôt presque 150 ans avant que l'on ne comprenne que cette loi n'avait pas lieu d'être? C'est tout simplement parce que la loi date de l'époque coloniale, donc quand l'Angleterre a fait que décider s'accaparer le territoire de la personne. Donc ils sont venus avec dans leur bagage des lois comme ça pour pouvoir nous imposer ce qu'on devait faire ou non, même jusque dans notre lit. Donc l'État n'a pas voulu mettre la main dessus parce que tout simplement il y a un côté aussi électoral que l'on connaît tous où on ne veut pas perdre ses chouchous conservateurs dans les urnes. Donc on n'a pas envie d'aller toucher à ça. Donc c'est pour ça que 150 ans ont été, même pour moi, énormes, mais il a fallu mener ce combat de longue haleine pour pouvoir arriver à ce résultat l'année dernière seulement. C'est un travail de fond qu'a mené toutes les organisations justement pro-LGBT pour arriver à ce résultat en défiant les préjugés, en favorisant aussi la compréhension, parce qu'on doit se le dire haut et fort, l'homophobie est quand même ancrée dans notre culture caribéenne. Il faut aussi l'assumer, il faut qu'on le comprenne. Donc tu disais tout à l'heure, Eros, que oui, il faut savoir aussi assumer ses choix, sauf que c'est très difficile lorsqu'on est stigmatisé, lorsqu'on fait face à des crimes haineux. Par exemple, encore de nos jours, sur des applications de rencontres, des personnes n'osent même pas mettre encore plus la base qui s'énévise, n'osent même pas mettre activer le paramètre gay dans ça, parce que sinon, ils vont être direct pris pour cible, carrément par de mauvaises personnes, jusqu'à allant, ça peut aller jusqu'au meurtre. Ensuite, ils pour la plupart, ne vont même pas se soigner correctement non plus, parce qu'ils ont peur de perdre leur job, puisque quand ils vont aller dans les soins, qu'ils vont se mettre dans des cases, eh bien, direct, ça va avoir des conséquences plus que fâcheuses. Donc voilà la réalité de vie encore en 2023 des personnes LGBTQI+. Et elle est loin d'être rose, parce que oui, effectivement, le 30 août 2022, Saint-Kitts et Nevis donc, a été désormais le dernier pays des Caraïbes à abroger ces lois criminalisant l'homosexualité. Mais en réalité, ce n'est pas encore finalement, c'est une victoire sociale que l'on peut fêter, parce que ça va bien au-delà d'une simple abrogation de lois excessives. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, même ici en Guadeloupe, où on a encore un travail à faire, selon moi, pour pouvoir s'accepter, se tolérer par rapport à tous ces choix individuels. Merci beaucoup pour cette chronique. Vous l'avez trouvé comment? Ouais, super. Tout près de nous, J'ai appris des choses. Ouais, Ah oui? pareil, hein. Ouais, franchement, ouais. Eh bien, n'hésitez pas à aller regarder. Enfin, non, on en reparlera, voilà, sur mon Instagram. Nous n'avons pas le temps. Instagram, la blablateuse, on reviendra dessus, sur ce sujet épineux. Je vous donnerai plus d'informations sur comment ça se passe là-bas à Saint-Kitts et Nevis. D'accord. En Guadeloupe aussi, les choses évoluent. Et d'ailleurs, une organisation, un événement aura lieu très bientôt. Exactement. La Creole Pride
Alors, est-ce que tu nous en parles? Qu'est-ce que la Creole Pride? Alors, la Creole Pride, c'est la marche des fiertés. Donc, on a décidé avec toutes les personnes, toutes les associations et toutes les personnes qui œuvrent pour la communauté LGBT de se rassembler pour pouvoir organiser la marche des fiertés. Du coup, on a décidé d'appeler la Creole Pride parce que on est en Guadeloupe. Et pour nous, c'est important parce que il y a une première marche qui avait été organisée l'année dernière. Et les retours qui ont été, c'est que beaucoup de personnes ont dit mais c'est dommage qu'il n'y a pas eu assez de visibilité, on n'en a pas assez parlé. On se posait comme question, est-ce qu'en Guadeloupe on est prêt du coup à justement faire cette marche? Et par rapport à justement la première marche, on s'est rendu compte qu'il y a quand même pas mal de personnes qui s'est dit oui, pourquoi pas, pourquoi on n'a pas fait, on serait venu. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait tous se réunir pour organiser la première marche, tout en sachant que dans les autres îles, ils ont déjà fait leur marche de fierté, que ça peut être que par exemple à Saint-Martin, Martinique ou même La Réunion. Donc pourquoi pas nous en fait. Surtout que il y a de plus en plus d'associations qui sont en train de s'ouvrir pour pouvoir faire avancer les choses. Et le but aussi de cette marche est de montrer que les personnes qui sont en France, qui vont dans l'Hexagone, qui partent justement parce qu'ils ont peur de s'afficher ou de vivre pleinement leur vie, qui savent que déjà en Guadeloupe, il y a des associations qui sont là où on peut venir discuter, échanger, qu'il y a des organismes qui sont là, qui œuvrent pour la communauté LGBT. Et la marche de fierté, ce serait en plus de ça un symbole pour montrer que les mentalités, les choses avancent en Guadeloupe et que on peut faire en sorte que les choses avancent et qu'on peut se sentir aussi en sécurité. La marche des fiertés, elle aura lieu quand? On n'a pas encore de date précise, mais normalement, elle serait en juillet. En juillet. Courant juillet. En courant juillet, ouais, voilà. Yes. Courant juillet. Alors Prisca, quel est ton regard par rapport à cette marche? Parce qu'en même temps, on se dit plus de visibilité, en même temps, est-ce que c'est pas aussi stigmatisé, faire une marche des fiertés pour cette communauté qui va finalement se montrer, finalement? Alors, mon point de vue est simple, je fais partie des organisateurs, puisque avec le pôle d'orientation qu'on a monté, qui s'appelle donc Corosol fait partie des organisateurs, et Corosol, on fait partie des friendly, puisque dans Corosol, on a des personnes de la communauté, des personnes qui sont frères, sœurs, cousins, cousines, de personnes de la communauté, et on est aussi des professionnels, donc on va encadrer. On a contacté des collaborateurs à la police nationale parce qu'on a l'association FLAG, qui est l'association des personnes LGBT des forces de police et de gendarmerie. On a fait appel à des membres de la préfecture pour que ce soit une marche qui soit légale, on a fait la demande, c'est pour ça qu'on n'a pas encore la date. On a fait une demande pour que ce soit une marche qui soit officielle, autorisée par la préfecture et encadrée. Parce qu'on n'est pas quand même inconscient, on sait quand même que ça peut susciter quand même des réactions. Et je tiens à ce que les personnes qui marcheront soient en sécurité. Certaines d'entre elles ont des enfants, on ne sait jamais. Il y a déjà eu des incidents extrêmement graves dans d'autres îles, on en parle peu, mais c'est réel. Et mon positionnement, c'est qu'il est important, en tant qu'éducatrice spécialisée, c'est mon discours, il est important de se vivre pleinement. Et quelle que soit la particularité que l'on a, que l'on puisse avoir, là en l'occurrence on parle de la communauté LGBT, mais ça pourrait être une marche pour les mamans qui ont des enfants autistes par exemple. Est-ce qu'on les voit plus? Je n'ai pas l'impression. C'est une chose que je dis souvent, on voit rarement les personnes en situation de handicap chez nous, on dirait qu'elles n'existent pas. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une marche aussi pour elle, tiens, on y réfléchira. Oui, exactement. Mais du Totalement. coup, je suis pour. Elle se soldera par une soirée, parce qu'on est quand même en Guadeloupe et on aime danser, on aime s'amuser, on aime rire. Ça peut faciliter la rencontre entre les communautés. Pourquoi pas fluidifier la communication, parce qu'il y aura des moments d'échange où on sera assis. Et pour finir, Creole Pride, parce que le mot créole vient quand même du syncrétisme de culture, et on espère que ça fera syncrétisme. Que des personnes qui ont des avis différents pourront échanger, discuter. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais on peut se respecter. Et je pense que c'est vraiment le mot d'ordre de cette Creole Pride, c'est de respecter. Vous n'êtes pas d'accord, vous tournez les talons et vous continuez votre chemin. Tu penses qu'on est prêt? Tu penses qu'on est prêt? Tu penses qu'on est prêt? Ce sera d'ailleurs que si on arrive à la fin de l'émission. Tu penses qu'on est prêt? Est-ce que tu penses que la communauté guadeloupéenne est prête à recevoir en Guadeloupe une Creole Pride? J'ai envie de dire que je compare la Creole Pride à
au groupe mythique Vim. Ben Tout le oui. monde en parle, tout le monde critique, mais Et tout le monde est là aux regarde. aguets Exactement. à Et tout le attendre que monde ça arrive. regarde C'est et pareil. attend jusqu'à pas d'heure Totalement. que Vim passe dans les rues. Même à laisser leurs enfants éveillés pour être sûr de ne pas rater. Dans la Il faut poussette, le dire. Tu es d'accord avec ça, la blablateuse? Il faut Pour toi, c'est voilà, on va critiquer, mais finalement. Tout le monde qui est là pour regarder ça, hein, et comment? Ah oui, oui, bien sûr. Il faut que les gens vont surtout regarder pour voir qui a défilé, comment, hein. Exactement. En quelle heure? Il m'ont dit qu'elle a dit justement. Il y a des personnes qui le disent, Vim, chacun fait. Franchement. Il y a des défilés de carnaval déjà pour Ouais. ça. Exactement. Pourquoi la créole parle? Il y a des personnes qui le disent. Moi, Chacun je ses chez moi. combats, chacun ses combats. Alors là, Non, mais toi, Tout ce toi, que on sait j'espère- que tu tout s'en ce rends que pas j'espère- tout court. Donc, tout ce que j'espère, c'est que ça se passera bien, ouais. qu'il n'y aura Ça, pas de c'est problème. Ouais. Je fais confiance Chacun à ses ma combats et la manière comment ils population. manifestent, ni une cas définie, pas Comme tu définie. dis très justement, les gens vont souvent critiquer. Il y aura toutes sortes de méchanceté sur les réseaux, mais je pense que les gens respecteront parce qu'ils ont compris qu'il s'agit d'une marche. On appelle ça marche des fiertés, c'est parce que c'est une marche qui est portée par des militants qui veulent qu'à un moment donné, être guadeloupéen ne soit pas synonyme d'être exclu ou d'être dans une diaspora ou d'habiter à Pérapète pour pouvoir se dire je suis guadeloupéen mais j'habite en Suède, je suis guadeloupéen mais j'habite en Guadeloupe parce que j'ai envie de vivre près de mes parents. Je pense que c'est tout à fait naturel. M'exiler pour. Et vivre pour dans les exister, familles. est-ce que j'ai besoin de prendre l'avion? Ben non, Pour mais j'espère que épanouir. non. J'avoue. Voilà. Très bien. Ma voix arc-en-ciel, Oui. ligne d'écoute qui est ouverte à tout le monde finalement. À tout le monde. C'est ça, hein? Tout à fait. Très juste. Quidvit a bien résumé le truc. Aux personnes LGBT comme aux personnes qui ne le sont pas, aux personnes qui ont des questions, qui ont besoin de comprendre, n'hésitez pas à appeler massivement. Et j'ai envie de dire, n'hésitez pas à nous laisser des messages sur myvac, myvac.971 sur Instagram. Parce Alors, qu'on répond reprends. aussi comme ça, myvac, donc myvac.971, ma voix arc-en-ciel Guadeloupe. D'accord. C'est le résumé. Vous pouvez laisser des messages écrits. Tout le monde n'a pas forcément de forfait, on n'a pas forcément envie de parler. Des fois, à l'écrit ou via WhatsApp, c'est beaucoup plus simple. Et j'ai envie de dire que faisons évoluer les mentalités pour qu'aucun enfant guadeloupéen ne puisse avoir envie à un moment donné de partir pour exister et s'éloigner finalement De son environnement. d'une île qui est juste magnifique. Sinon, on n'aurait pas autant de personnes qui arrivent et qui s'installent. Exact. Et on parle de ne pas avoir envie de s'éloigner pour ne pas dire autre chose, hein, parce qu'il y a des cas qui sont beaucoup plus dramatiques. Ah C'est ça ouais. aussi à éviter. Avant de passer à notre dernière chronique, Leïla, qu'as-tu envie de dire aux personnes qui nous regardent, hein, qui ont suivi le sujet? On sait que c'est un sujet qui est controversé, on le sait, voilà, mais en tout cas, ce soir, tu as la parole. Déjà, je voudrais dire que si vous êtes en quête de recherche, c'est normal qu'on se pose des questions et que justement, il y a plein d'associations qui commencent justement à être présents pour pouvoir justement vous aider et vous accompagner. Donc, rapprochez-vous des associations comme la ligne d'écoute par Arc-en-Ciel ou rapprochez-vous de nous si vous voulez discuter, si vous voulez poser des questions. Enfin, rapprochez-vous de nous parce que j'ai été dans le cas où je me sentais seule, je me sentais pas forcément bien. Et quand je suis partie, j'ai trouvé une association où j'ai pu discuter, échanger avec des personnes et au final, j'ai réussi à me définir. Et c'est ça le but, c'est de pouvoir se définir, être entouré et d'être rempli d'amour. Donc du coup, sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des personnes qui sont là pour vous. Donc n'hésitez pas à nous appeler ou à venir vers nous, même venir aux permanences, même pour venir poser des questions. Et c'est ensemble c'est ensemble qu'on pourra avancer et faire évoluer et avancer les choses. Il y a une question aussi, une dernière question qui je pense est intéressante. D'autres nous disent on a beaucoup parlé des personnes, mais et un parent, quelles sont les recommandations, les conseils qu'on pourrait donner à un parent qui a un enfant homosexuel ou trans et qui a du mal peut-être à vivre la chose? Appelez la ligne d'écoute. Pareil aussi, appeler la ligne d'écoute ou même se rapprocher aussi des associations parce que j'ai déjà été dans la situation où justement lors d'une permanence où il y a un parent qui se posait des questions, qui disait que son enfant est quand même assez ouvert, enfin ce parent est quand même assez ouvert d'esprit, mais il se posait des questions sur des choses et juste le fait d'avoir discuté avec nous, il a pu voir les choses de façon différente et se poser encore plus de questions et même ouvrir la discussion avec son enfant.
qui fait que du coup le lien il est beaucoup mieux. Donc même les parents, rapprochez-vous aussi des associations, même de la ligne d'écoute, parce qu'au contraire, on sera là pour pouvoir vous aider à créer du lien et faire en sorte que la discussion puisse être beaucoup plus fluide entre eux. Exactement, totalement. Est-ce qu'il y a un conseil pour ces parents qui se retrouvent parfois même eux perdus, hein, c'est pas forcément de la méchanceté, c'est de l'ignorance, on est perdus. Que diront les voisins Jill a dit, le regard des autres qui est parfois très pesant sur une île, hein, finalement, on connaît tout le monde, etc. Donc le parent qui a un métier en moins, mais finalement pas savent qui j'ai engagé gérer ça, ça arrête tout bonnement, etc. Un conseil? Alors nous, on a des ateliers en parentalité et Leïla l'a très justement dit, rapprochez-vous des associations dans un premier temps. Si vous allez à Secret Heart, vous aurez des espaces de parole et d'échange et Secret Heart réoriente toujours vers nous parce que nous sommes des professionnels, donc ça veut dire qu'on ira plus sur les démarches, on ira sur les méthodes d'accompagnement, un suivi psychologique par exemple, ça peut être accompagner un jeune vers la recherche d'une information ou d'un médecin ou d'un pédopsychiatre parce qu'il a la sensation d'être transgenre et qu'il voudrait avoir des réponses. Il y a vraiment 2 niveaux d'intervention. Il y a Secret Heart où ils pourront rencontrer des alter-ego, donc des personnes de la communauté mais qui sont plus âgées, qui ont déjà passé certaines étapes et qui peuvent les rassurer parce qu'il s'agit bien de peur. Et nous, on vient en premier lieu ou juste après pour pouvoir mettre en place les accompagnements, les orienter vers les avocats s'il y a eu des agressions. Enfin, on s'occupe de la partie administrative et thérapeutique. Dans tous les cas, il est important de toujours rompre l'isolement et d'ouvrir le dialogue. Si vous n'arrivez pas à le faire avec... Voilà. Je pense que c'est important que ça reste dans les têtes, il s'agit de peur. Et c'est tout à fait normal quand on est parent d'avoir peur, de se dire mon enfant n'est pas, entre guillemets, comme tous les autres, et va emprunter un chemin qui sera beaucoup moins facile que s'il avait été hétéronormé, parce qu'on est dans une société qui l'est. Juste ça. Donc la peur, elle est naturelle. Ouvrez votre bouche. Allez parler. Appelez les assistantes sociales de l'école, la psychologue. Elles nous connaissent, elles nous appelleront. On renverra vers Leïla parce que c'est un réseau. Tranquillisez-vous, nous sommes là. C'est ça, totalement. Je suis totalement d'accord aussi. Et puis rassurez-vous, on est dans un endroit safe. Il y a aussi une clause de confidentialité. Donc tout ce que vous allez nous dire ne sera pas divulgué. Donc c'est vraiment un endroit où on se sent en sécurité, où on peut être qui on a envie d'être. Juste, je donne un exemple pour ne pas trop m'éterniser. Quand je fais les permanences et que je demande à chaque personne quel est votre pronom, juste parce que j'ai demandé quel est votre pronom, il y a des personnes qui sont vraiment heureux, juste parce que j'ai dit quel est votre pronom. Parce qu'on lui permet d'être la personne qu'elle a envie d'être. Donc, pronom d'Azé? Oui, j'ai un truc, mais c'est bien ça. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est yel? Est-ce que c'est yel? Il y a différents pronoms. Ça peut faire l'objet d'une autre... Ah ouais, là, oui. Je veux pas Exactement. encore les choses, là. Ouais, c'est ça, c'est pas rajouter des complications encore. Quand quelqu'un vient te voir, tu te dis, bon, t'es qui? Il y a des trucs qui sont simples, t'es qui? Et là, t'es qui? Ça veut tout dire, hein. C'est direct. Ça veut tout dire. Quel est ton pronom? Parce qu'il y a des fois où, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des fois, pour faire ça et ça sonne à faire, c'est pas besoin d'attendre qu'il y ait des étiquettes en bas là. Qu'ils disent, ouais, mais c'est comme ça, mais c'est comme ça, parce que c'est comme ça, c'est ça qu'ils fait, nous, ils disent comme ça, c'est comme ça, sur ça. Il y a là pendant nous avons goûté justement pour nous défaire de tous ces bidets là, ça nous avons goûté dans d'autres combats encore, qui j'en veux pas qu'elles nous pètent. C'est pour ça qu'il faut nous faire sens. Mettre nous ensemble pour voir nous quoi faire. Eh bien, il parti pour chronique là, on dote camo. Wesh people, belle la vie. Parole a tellement lourd qui a risqué écraser fondal. L'ancien monde contre un nouveau qui a fait paix. Ou peut pas cacher ça ou y même si ça ou y a pas ça ou v. Et même si ça ou v a pas ça ou y. Mais qui j'en peut juger tout pendant on veut pas y juger. Toujours savez qu'elle est au parti pour révolutionner, il faut pas répondre coup, tomber pour vous lever. On ne peut pas en vouloir monde qui réagit sans savoir. Sinon, faites ça qui patine pour pitié avec l'honneur et respect. Si vous décidez de et ça ouvre, double et arrêtez de pas d'avoir ces volets à cacher. Pas d'avoir l'amour et respect si vous face à des pas qu'à crier l'ennemi.
En par contre, pour le monde d'avoir nos Jacques Sibi tellement correct qu'il est nous-mêmes en nous, qu'à fondre en nous, ça l'aide. Je dis, je combat là, j'ai gagé et engagé. Et même si on partit enragé, il faut nous que j'étais coudier pour voir qui gens dans d'autres pays qui ont brûlé vie à ma commet. Savez si c'est ça nous fait et songez si c'est Timouna ou Kitao, est-ce l'amour c'est ça qui a un monde différent de ça où il est. Ligne d'écoute pour pont monde pas péter et pour pompon pas craser et famille pas couler. Parole tellement lourd qui risque d'écraser fondal en Dieu. L'ancien monde contre un nouveau qui a fait paix. On ne peut pas cacher ça ou y même si ça ouvre à pas ça ou y et même si ça ou y à pas ça ouvre. Mais qui j'en peut juger tout pendant on veut pas y juger. Pas laisser souffrance en nous en main à dirigeant pour y pas dériver ça pep et ça y ouvre. L'amour pas qu'à politiser mais bail pour hack en retour. On gens qu'on voit arc-en-ciel pour parole libérer peut faire sens et pas confondre gourmet yon contre l'autre et yon pour l'autre. Elle est pas belle la vie? Non, merci infiniment d'avoir été sur le plateau. Parce que ça va pas être un sujet qui était facile. Je peux vous dire, on va pas tout lire, mais on a eu des critiques. Ça, c'est On a eu des critiques sur les réseaux, qui émission, pourquoi c'est, etc. On va pas rester sur ça. Parce qu'on a eu de beaux messages aussi. En tout cas, le message est arrivé où il doit aller, comme j'aime à dire. Merci, parce qu'il faut du courage, j'ai l'impression en Guadeloupe, pour parler parfois de sujets que tout le monde pas d'accord. Il faut du courage, il faut y aller. Donc encore une fois, merci aux personnes qui ont accepté d'être présentes. Merci à Jay aussi, qui a témoigné. Merci aux personnes qui ont interagi sur le live avec bienveillance et avec respect. Parce que, comme on a dit, nous toutes, nous chaque nous avons tête, on cabèche, on a cabéché, voilà. Nous avons idée, nous avons opinion, mais il faut nous respecter aussi. Surtout là, nous avons des missions comme ça, c'est pour nous libérer la parole. Pour nous chaque monde a l'occasion d'exprimer, de témoigner, d'exprimer réalité à eux, surtout. C'est ça aussi, d'accord? Donc, pour tous les critiques, là, si les Facebook, on peut prendre le temps de lire ça. Merci tout simplement aux personnes qui ont contribué au débat de ce soir. Merci encore une fois. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ok, mettez-moi debout parce que au soir là, on a une belle tenue. J'ai une belle tenue. Je sais pas. On nous voit ou pas? Je confirme. En plus, je tiens à préciser, avant de donner le... Là, je tiens à préciser, les gens qui m'ont dit nous là, mettez les autres debout là, les chroniqueurs. Merci, ils m'ont dit, moi, est-ce que nous décider, est-ce que c'était un choix aussi? La couleur! Eh ben non, non. Les gens ont vu ça. J'avais même pas fait attention. Mais oui, c'est ça. On était en mode... On était assortis, mais voilà. Ouais. Et chaussures rouges. L'équipe choisie, l'équipe est bien représentée ce soir. Ben non, l'équipe là n'a pas choisi rien. Nous vîmes comme ça, il était là bien fait. Tu as les chaussures rouges, c'est ça? Oui. C'est pas vrai. Non, le truc est au top de connexion là. Ah ben voilà. Mon garçon aussi. En tout cas, cette tenue, le collier aussi, parce qu'on en a parlé, vous pouvez retrouver, comme je le dis souvent, chez mon partenaire, Lucie, que je salue, à la boutique Caribbean Designers and Casting, qui est située aux galeries de Wellbourg. Pas la peine à chercher cette tenue-là, ça, parce que je pars avec. C'est décidé. J'avoue. Voilà, en tout cas, merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine. La question est de savoir est-ce que c'est la tenue qui lui va bien ou est-ce que c'est elle qui sublime la tenue? C'est elle, évidemment, c'est la femme. L'enfant, c'est une question, ça. C'est une Merci évidence. beaucoup pour le compliment. Et Loïc qui nous dit merci pour ce débat, vous êtes top. Et ben voilà, merci beaucoup pour le mot de fin parce que les critiques là, franchement, parfois là, voilà, on met ça de côté. Comme on dit souvent, quand on a des haters, c'est que le message est bien passé. Vaut mieux faire envie que pitié, les gens. Exactement. Moi, je pense que... Tout à fait, vaut mieux faire envie que pitié. À partir du moment qu'on est capable de mettre sur un plateau télévisé des fachos et toutes sortes de qualités de personnes qui se mettent ensemble pour pouvoir parler au peuple, je crois que le peuple a le droit, a le devoir
de s'asseoir ensemble pour faire peuple et se comprendre. Parce qu'on n'est plus au stade encore de la critique, parce que nous avons des cas qui m'a commis depuis temps. Aussi. Donc à un moment donné, soit c'est parce que moi... Regarde, il doit critiquer. Mais oui, c'est-à-dire que moi je ne suis pas là pour prôner ça, pour dire oui les enfants, non mais si tu aimes les hommes, c'est pas ça. Par contre, si fille on me dit mais pour papa demain on savait mais c'est ça, c'est la question. C'est cas ou cas fait, mais c'est ça le problème là. Et là, comme nous pour savent, eh ben nous garder, nous parler avec des gens qui sont dans le cas là, ça va veut dire que ça veut dire qu'on va inciter Simona. Et c'est là pour nous bien faire attention, et c'est pour ça qu'on a salué l'association. C'est très important parce que ils ont bien fait la différence, qu'ils n'ont pas qu'à rentrer dans des cases, qu'ils sont là pour aider les gens. Pour permettre que des gens qui sont dans des phases, des situations qui sont délicates, eh ben justement, parce que là, nous ne parlons pas des marcomènes, des lesbiennes, tous ces bidons-là, ça. Mais les anti-femmes et tombent enceintes et pas ça qui j'en pose papa, ça qui j'en pose maman et ça. Des fois, quand il y a un petit garçon qui est mis anti-fille, parce que mon ne pas qu'à parler, mais des petits garçons qui est mis anti-fille, pas ça qui j'en pose famille et ça. Le simple fait qu'ils songent qu'il est mis au monde, puis il peut dire ça. Ça jambon. Voilà, tu vois. Donc c'est d'accord, on a toutes sortes de cas. Donc moi, je salue les gens comme vous qui prennent des initiatives en plus. Bon, toi, tu fais partie de la communauté elle-même, donc ça veut dire que tu vis les choses, donc tu sais les retranscrire. Et à penser que normalement, si vous avez des gens comme ça, ça qui aurait été si bon rage, si bon illimité, en disant justement tous ceux qui font partie de la communauté et qui, tu vois, qui sont, parce que on peut les comprendre aussi si des fois tu vois, ils ont de la rage au fond d'eux. Tu vois, quand tu vois ce qui se passe à Sécurité Névé, tu vois. Mais justement, il faut qu'il y ait des gens comme vous pour leur dire, oh, si on commence à faire aux gens ce qu'ils nous font, on ne se sortira jamais. Exactement. Donc c'est ça le truc. Mais tu sais, tu sais, ce que tu dis est tellement vrai que dans l'organisation, il y avait un premier groupe. Exactement. Avec beaucoup de membres de différentes assos, LGBT et ou pas. On a créé un deuxième groupe parce qu'il y a eu déferlement sur moi, parce que je ne suis pas légitime, je suis hétéro. Et en fait, l'une de nos collaboratrices qui est à Paris, qui préside les Divines LGBT, qui est une association de lesbiennes, la fille a tenté de me ramasser sur le groupe parce que tu comprends quand on racontait là, parce que je lui ai dit, moi je ne considère pas que la violence, la colère soit le bon langage pour pouvoir amener ce genre de sujet chez nous. Plus tu es dans la colère ici, plus tu es enragé d'ailleurs. Je lui ai dit, ce n'est pas la bonne façon de faire. Je lui explique que tu peux être bonne peine, ma chérie. Ça fait combien d'années que tu n'as pas vécu ici? Nous, on est ici, on vit ici. Quand tu te permets de dire que tu veux faire une pride illégale, elle me dit oui, moi je marche à Paris en ce moment pour la retraite, qui bitait. Ouais, et que de toute façon, on fait des trucs en mode route, pas route, en mode underground. On fait que sortir dans les rues, tant pis pour les autorisations. Je dis, excuse-moi, toi tu es où? Non, mais quand les filles vont sortir et quand tu as des gens qui vont aller casser de la lesbienne, tu seras où pour pouvoir gérer ça? J'ai dit, moi, je ne fais pas de manifestation qui ne soit pas légale, cadrée et surveillée. Parce que quand tu as 2-3 imbéciles qui vont sortir de je ne sais où, parmi elles, il y en a qui ont des enfants. Ou lancer des projectiles, des choses comme ça, on ne sait jamais. D'accord. Donc je lui ai dit, t'es bien gentil, la fille a commencé à faire un paquet d'histoires. C'est Leïla qui lui a dit, tu sais quoi, quand tu seras calme, on va te faire revenir. Pour le moment, tu sors du groupe. Parce que tu n'arrives pas à entendre qu'il s'agit d'une équipe et d'un travail de groupe. On n'est pas d'accord avec le principe de faire un truc illégal. On ne le fera pas. Surtout que c'est tout, c'est pas discutable, tu vois. Okay. Enfin, vraiment, mais ok. Ouais. Surtout que on va pas parce qu'on me fait signe qu'on arrive déjà au bout de l'émission. Encore une fois, merci infiniment et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, de nouveaux invités. Belle bonsoir à tout le monde. Bisous.